Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on part explorer un élément fascinant de la langue japonaise, les kanji, ces fameux caractères kanji. On va s'appuyer sur le document Le rôle et l'histoire des kanji. Notre objectif, c'est simple. Essayer de comprendre d'où ils viennent, comment ils fonctionnent aujourd'hui, avec leurs différentes lectures, et puis aussi voir les petites différences, parfois un peu piégeuses, avec les caractères chinois. On espère une discussion claire pour tous ceux qui apprennent le japonais. Alors, au programme, un peu d'histoire, l'utilisation moderne, une petite comparaison avec le chinois et quelques exemples clés. Bon, pour démarrer, comment ces caractères chinois sont arrivés jusqu'au Japon et surtout comment ils sont devenus japonais en quelque sorte? Alors oui, c'est un voyage qui remonte assez loin, à peu près 1500 ans, quand les premiers caractères chinois sont arrivés au Japon. Mais voilà, le japonais et le chinois, ce sont des langues très différentes, que ce soit la grammaire ou même les sons. Donc juste copier-coller, ça ne marchait pas vraiment. Il a fallu, comment dire, faire preuve d'ingéniosité pour les intégrer. Et c'est de là que viennent les deux types de lecture pour un même kanji. D'un côté, on a la lecture kunyomi. Kunyomi. Ça, c'est quand on a pris un mot japonais qui existait déjà et on lui a collé le caractère chinois qui avait le même sens. Par exemple, le caractère pour la montagne, yama. La lecture kunyomi, la lecture japonaise, donc, c'est yama. Yama. C'était le mot qui existait déjà en japonais. Et de l'autre côté, il y a la lecture onyomi. Onyomi. Là, c'est une adaptation de la prononciation chinoise de l'époque où le caractère a été emprunté. Pour notre montagne, Yama, la lecture en, c'est san. San. On la trouve dans des mots comme Fuji-san, Fuji-san, le mont Fuji. Cette double lecture, c'est vraiment une caractéristique clé. Ah oui, c'est fascinant de voir cette adaptation. Ça montre bien comment une culture peut s'approprier quelque chose d'extérieur. Et aujourd'hui alors, dans une phrase japonaise qu'on lit ou qu'on écrit, c'est quoi leur utilité concrète? Est-ce que ça va plus loin que juste écrire des mots? Ah oui, tout à fait. Leur rôle est multiple et même essentiel. Premièrement, ils transmettent le sens très très vite. On voit un kanji et hop, on a une idée du concept, même si on n'est pas sûr de comment ça se prononce exactement. C'est super efficace quand on lit. Deuxièmement, et ça c'est vraiment crucial, ils aident à différencier les homophones. Le japonais en a énormément. Prenez le son hashi, hashi. Sans kanji, difficile de savoir parfois si on parle du pont, hashi, ou des baguettes, hashi. Le kanji lève le doute immédiatement. C'est indispensable, quoi. Et puis enfin, il donne une structure visuelle au texte. Quand on voit une phrase avec des kanji, des hiragana et des katakana, les kanji ressortent comme les mots importants, les noms, les verbes, les adjectifs. Les hiragana et katakana, eux, servent plus pour la grammaire ou les mots étrangers. Ça aide l'œil, tu vois. Je vois, oui. C'est dense comme système, mais très logique finalement. Une question qui revient souvent, c'est la comparaison avec le chinois. Est-ce qu'on peut se fier à un caractère chinois qu'on connaîtrait pour comprendre un kanji japonais? Très bonne question. Et la réponse, c'est méfiance. C'est vrai qu'il y a une origine commune, et certains caractères, comme ri, pour le soleil ou le jour, ont gardé un sens très proche. Mais attention, beaucoup d'autres ont évolué différemment dans chaque langue. C'est là qu'on trouve les fameux faux amis. L'exemple typique, c'est tegami. Tegami, en japonais, ça veut dire une lettre, celle qu'on envoie par la poste. Mais en chinois moderne, les mêmes caractères shoji, ça veut dire papier toilette. Ah oui, le classique, ça peut créer des situations assez cocasses, j'imagine. Pas de problème. En chinois, daijuafu, ça désigne plutôt un homme de valeur, un grand homme ou même un mari. Carrément rien à voir. Ces différences, elles viennent de l'évolution propre de chaque langue pendant des siècles. Le sens a dérivé, quoi. D'accord, donc la leçon, c'est toujours vérifier le sens spécifiquement japonais. C'est noté. Peut-être un ou deux autres exemples pour voir comment les kanji sont utilisés de manière un peu unique en japonais. Bien sûr. Prenons omoshiroi, ça veut dire intéressant, amusant. Il est formé de mien, le visage ou la surface, et shiro, blanc. L'origine exacte est un peu discutée, mais l'idée d'associer un visage blanc, peut-être dans le sens de lumineux, expressif, à quelque chose d'intéressant, c'est une construction de sens propre japonais. Ça illustre bien que les kanji ne sont pas juste des emprunts qu'on a posés là. Le japonais les a vraiment utilisés pour créer ses propres nuances. Pour comprendre un mot comme omoshiroi, il faut saisir cette logique interne qui va au-delà du sens littéral de chaque partie prise séparément, ou de leur sens en chinois.
Le contexte et savoir si c'est une lecture kun ou on, ça reste fondamental. C'est très clair. Bon, si on devait résumer rapidement les points essentiels à retenir sur les kanji, alors, si j'ai bien suivi, origine chinoise, c'est sûr, mais une adaptation très forte au japonais avec les lectures kunyomi, les lectures natives, et onyomi, celles issues du chinois. Ensuite, ces kanji sont super importants pour comprendre vite le sens, pour pas confondre les homophones comme hachi et pour structurer le texte. Et surtout, faire très attention aux ressemblances avec le chinois moderne parce que les faux amis comme tegami ou daijobu, bah, il y en a pas mal. C'est une excellente synthèse, oui. Les kanji, c'est vraiment plus que des simples signes. C'est une porte d'entrée sur l'histoire de la langue et un outil super efficace au quotidien. Et juste pour laisser une petite question en suspens. Au-delà des exemples qu'on a vus, comme Omoshirui ou les faux amis, quels autres kanji, même très courants, pourraient bien cacher des histoires d'évolution de sens un peu surprenantes si on creusait? Des histoires qui raconteraient peut-être d'anciennes croyances ou des changements culturels au Japon. Ça laisse de quoi être curieux, non?